Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Salut Sylvain. Salut Guillaume. Je suis ravi de te recevoir à nouveau dans ce format débrief, c'est un format court d'actualité de Course Épique. Comment ça va Sylvain ? Ça va super bien, ravi d'être avec toi aujourd'hui. On se retrouve, ça fait plaisir. Je te propose de revenir donc aujourd'hui sur une course de légende, je pense qu'on peut utiliser le terme, c'est la Skyrun. Tu en as pris le départ le 21 septembre dernier et sur laquelle tu t'es brillamment imposé, on peut aussi le dire. Une Skyrun donc, dont c'était ce jour-là la 10e et la dernière édition. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus en détail. On avait déjà eu l'occasion d'échanger dans notre épisode 147, c'était sur ta médaille d'or au championnat d'Europe de course de montagne de 2022, puisqu'il y avait suivi ces championnats, toutes les conséquences que ça a pu avoir sur toi. On enregistre aujourd'hui cet épisode, on est le mercredi 9 octobre, il fait absolument dégueulasse, je sais pas chez toi comment est la météo. Moi je suis allé courir ce matin, c'est un enfer. Ouais, c'est un bon temps automnal, quoi. Qui nous suit depuis le mois d'avril à peu près. Aujourd'hui, Sylvain, donc on est le 9 octobre et c'est la journée mondiale de la Poste. J'ai une question essentielle à te poser pour commencer ce podcast. C'est quand la dernière fois que tu as envoyé une carte postale ? Oh là là, je suis vraiment fils, petit-fils, neveu indigne. Je pense quand j'étais en stage à La Réunion en avril, on a acheté des cartes postales. Que tu n'as jamais envoyées. Mais ouais, je crois que je suis spécialiste de ça. Il y a moyen qu'on les ait écrites et qu'on les ait jamais envoyées, tu vois. Mais non, franchement, moi, la Poste, c'est plus les colis, les trucs comme ça, tu vois, pour les sponsors et tout. Mais alors, les cartes postales, moi, je suis bien plus petite photo texto que carte postale, quoi, tu vois. Je comprends, effectivement. Je crois qu'ils ont diminué le volume d'envoi de lettres, de genre, c'est passé à 1% de ce que c'était il y a quelques années, quoi. C'est un truc de dingue. Ouais, tu m'étonnes. C'est fini les cartes postales. Mais ça fait d'autant plus plaisir d'en recevoir, tu vois, quand c'est rare comme ça. Ouais, de ouf. J'essaie quand même, tu vois, encore pour ma grand-mère et tout, c'est le minimum. Nickel. Sylvain, on va donc parler aujourd'hui de ta Skyrun. Je voudrais qu'on remonte quand même un petit peu le temps et qu'on revienne sur ton année 2024. Tu as eu en début d'année une fracture de fatigue qui t'a tenu loin des sentiers. Qu'est-ce qu'elle a changé, cette blessure, pour toi ? Est-ce qu'elle t'a bousculé en profondeur ? Ça a été une remise en cause importante et une période délicate pour toi ? Une période délicate, ouais, c'est sûr. Hein. Franchement, quand t'es blessé, que ton quotidien, c'est d'aller courir dans la montagne et que là, t'as déjà mal quand tu te lèves pour aller du salon à la cuisine, c'est quelque chose qui bouscule. Après, je pense que c'est là où l'expérience commence un peu à rentrer en jeu, c'est-à-dire qu'on arrive toujours à relativiser, prendre du recul, être plus confiant sur la capacité de notre corps à se remettre, tout simplement. On peut être au fond du trou, vraiment physiquement, à un moment, et peut-être 1 ou 2 mois après, un intervalle assez court, être de nouveau au sommet de notre pratique. Donc oui, c'est toujours l'occasion, disons, de se remettre en cause. Après, de là à vraiment bousculer toute ma vie et tout, non, justement, on en avait déjà discuté. Moi, j'essaie de construire ma vie pour qu'elle ne soit pas bousculée si du jour au lendemain et pour une période courte, relativement court-termiste, mais déterminée, il n'y a plus sport. Donc non, ça allait, heureusement. Tu as retrouvé ensuite le chemin des sentiers, donc notamment au trail du Saint-Jacques-Bahut-UTMB à la mi-juin, qui s'est bien passé pour toi avec une deuxième place. Si on saute dans le temps, ensuite on arrive à l'été, il y a Sierzinal, un grand classique. On peut dire que c'était ton objectif A de l'année, hein. C'est comme ça que tu l'as présenté et placé. Ouais, exactement. Ouais. C'est une course à laquelle tu es lié, pour quelle raison, quel attachement tu as pu développer à Sierzinal ? Ouais, je pense que Sierzinal, ça regroupe pas mal de... c'est multifactoriel. C'est vraiment... d'un côté, il y a le parcours qui me correspond vraiment. Je prends vraiment énormément de plaisir. Je me considère vraiment comme un coureur complet, pas dans le sens où je suis fort de partout, mais au contraire, où j'ai pas de point fort. C'est plus ça pour moi, un coureur complet. Et là, voilà, tu vois, il y a de la montée, il y a du plat, il y a un peu de descente, il y a de l'altitude, il y a de la chaleur. Donc pour moi, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Après, forcément, il y a le niveau de confrontation qui est énorme. Moi, j'aime vraiment les courses relevées, les courses relevées, les courses de haut niveau, les courses aussi où on court pas toujours avec les mêmes coureurs, c'est-à-dire pas des... C'est sympa, hein, vraiment les courses de trail très spécifiques où il y a que les trailers qui courent, j'adore ça aussi. Mais là, Sierzinal, c'est plus un peu à la croisée des chemins entre les routards, les trailers, les coureurs en montagne. Donc c'est vraiment sympa. Après, il y a le côté historique, vraiment, où l'air de rien, moi, je suis aussi attaché à ça. Quand on fait partie de la course, on fait partie des... Voilà, quand on court devant, on sait qu'on
qu'on écrit un peu un bout de l'histoire entre guillemets, hein, sans voilà, ça reste du trail, voilà, c'est exactement. Et puis après, ouais, il y a le côté aussi qui me l'a fait découvrir. Moi, j'ai énormément de souvenirs là-bas. C'est mon ami Junior Rancon qui me l'a fait découvrir, qui a performé aussi très bien avant moi. Donc voilà, tout ça fait que c'est toujours avec grand plaisir que j'y retourne à chaque fois et que j'ai à cœur de bien faire. Est-ce que tu avais pu mettre en place la préparation dont tu rêvais? Non, absolument pas, parce qu'en fait, tout simplement, quand j'ai commencé vraiment à me dire bon là, Sylvain, il va falloir commencer à s'inquiéter, je commençais à s'entraîner sérieusement pour Cardinal, on va dire 6-8 semaines avant, j'avais encore mal aux pieds, j'ai pas fait autant d'altitude que je le souhaitais non plus, hein. J'ai été super bien accueilli au CNEA, au Centre National d'Entraînement d'Altitude à Font-Romeu. J'y suis pas resté aussi longtemps que je le souhaitais, mais en fait, finalement, ce qui prime, c'est avant tout l'envie, c'est avant tout les raisons pour lesquelles tu fais une course, et surtout, plus la course est dure, plus on va essayer d'exploiter 100% vraiment de notre potentiel, plus c'est que le côté mental qui compte. Et je pense que là, cette année, j'étais peut-être pas aussi bien préparé que l'année d'avant, mais en fait, pourquoi je suis allé plus vite, c'est juste parce que j'en avais encore plus envie, encore plus besoin, quoi. Là, tes aspirations, justement, avant de renouer avec Cerzinal, c'était, est-ce que l'idée de record français pouvait être quelque part dans ta tête, de la performance à très haut niveau, ou c'était quand même avant tout les bonnes sensations, donner corps à ton envie, enfin, tu vois, te réaliser aussi personnellement en renouant avec la course, tout simplement? Ouais, je pense qu'il y a plusieurs choses, hein. Vraiment, voilà, celle qui prime, la première, c'est juste avoir envie de se ressentir en forme. Enfin, ça, je pense que c'est quand même quelque chose, les sportifs haut niveau, ou à minima ceux qui veulent performer, cette notion vraiment de s'entraîner tous les jours pour, à un moment donné, espérer arriver à un état de grâce où on se sent en forme, voilà, enfin, c'est une sensation, faut la ressentir pour la comprendre. Ça, moi, c'est vraiment ce après quoi je cours et je m'entraîne tous les jours. Après, bien sûr qu'il y a le classement en tête, bien sûr qu'il y a le chrono en tête. C'est ça aussi qui est super bien sur cette course, c'est que c'est la même tout le temps. Donc les chronos, voilà, aux conditions près, on peut vraiment les comparer. Donc bien sûr que j'avais ça en tête, mais disons que c'était pas ma motivation principale. Tu as amélioré donc le propre record d'un coureur français sur la course en 2h32 et 45 secondes, améliorant ton temps de 1 minute et 37 secondes. Voilà, bravo pour cette perf. Qu'est-ce que tu as bien réussi à faire, tu penses? Qu'est-ce qui a marché pour toi dans ta gestion de course? En fait, j'avais vraiment analysé ma course de l'année dernière. Enfin, voilà, avec mon coach, mon prépa physique, on avait vraiment fait un beau boulot dessus d'analyse. En gros, j'étais monté quand même très lentement. C'est-à-dire que Cerzinal, pour celles et ceux qui connaissent moins, ça se découpe vraiment plutôt en une montée de 1800 mètres de dénivelé à peu près. 1600 mètres qu'on prend en 6-7 km. Et derrière, du faux plat, hein, c'est jamais plat, mais des balcons, on va dire, pendant 20 km. Et voilà, je savais que j'étais monté quand même très doucement par rapport au chrono que je fais dans sa globalité, hein, voilà, donc faut toujours ramener à ça. Et donc que là où je pouvais gagner le plus de temps, c'était sur la montée, tu vois, et c'est chose faite en fait. J'ai travaillé beaucoup plus, on va dire, j'avais peut-être un peu trop travaillé mon économie de course, et du coup j'étais un peu bridé quand il s'agissait d'aller chercher dans des intensités un peu supérieures, et c'est des erreurs que j'ai pas reproduites cette année, en essayant de un peu plus polariser mon entraînement, même à l'approche de la compétition, ce qui m'a permis de monter. Je crois que tu vois, je gagne 1 minute 37 par rapport, et je crois que je gagne 40, dans la montée, je crois, c'est ça, dans la montée, je crois avoir voilà, lu ça. Ouais. C'est ça. Donc en fait, c'est ça, j'ai réussi à faire quasiment jeu égal sur la partie plate en montant beaucoup plus vite avant. Donc voilà, c'est vraiment ça qui m'a permis de gagner du temps cette année. Ouais. Pour la petite histoire, ce chrono-là t'aurait permis de gagner 4 des 10 dernières éditions, pour info. Ouais. Ça... Ouais, puis même si tu remontes après, voilà, à l'époque, tu pouvais gagner souvent, mais voilà, moi encore une fois, ce qui me fait rêver, c'est plus un chrono sur cette course que gagner pour gagner. C'est ça qui est bien ici, c'est que tu fais 7e, mais avec un gros chrono, ça me parle à moi, bien sûr, puis ça parle à beaucoup de personnes aussi. Il y a eu beaucoup d'émotions sur cette course, de ce que j'ai compris. Il y a aussi quelques larmes. Il y en a toujours avec moi, Guillaume. Il y en a toujours des émotions. Je cours pour ça. Non, bien sûr, il y a eu beaucoup d'émotions, hein. J'ai eu un été un peu, voilà, un printemps compliqué physiquement, un été plus compliqué d'un point de vue personnel. Donc, c'est toujours... En fait, c'est toujours super agréable de se rendre compte que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quels que soient les aléas, j'arrive toujours à m'exprimer sur les sentiers, j'arrive toujours à me faire plaisir. Moi, c'est un peu comme, je sais pas, tu sais, des musiciens ou des mecs qui écrivent des musiques, qui s'expriment dans leur musique. Je sais pas, moi, j'ai l'impression de m'exprimer sur les sentiers. Donc, c'est toujours un véritable soulagement et une super sensation de voir que, voilà, ça, c'est immuable, ça change pas, et que j'arrive à le garder, quels que soient les aléas à côté, quoi. Est-ce que quand on a défini un objectif A, qu'on réussit, est-ce qu'on peut se dire d'ores et déjà que sa saison est réussie, ou est-ce qu'on a malgré tout envie d'aller
pousser un peu plus loin, on est tenté d'enchaîner sur cette belle lancée, d'aller réaliser des grosses perfs ensuite, ou est-ce qu'en soi, déjà, ça acte et ça scelle que l'année est réussie? Les deux, en fait. Les deux, moi, c'est vraiment ce côté-là. Comme en 2023, Sierzinal, j'ai fait qui tout double. Hein. Donc, c'était vraiment, si je ratais Sierzinal, ma saison allait être quand même assez maigre. Mais si je réussissais, ma saison était réussie. Donc, voilà, ça enlève aussi une grosse partie de pression. C'est de la pression que je me mets à moi-même. Hein. Moi, j'ai vraiment construit mon environnement, mon entourage sportif, des sponsors et tout. Je travaille vraiment avec des gens vraiment bien. Et donc, la seule pression que j'ai, c'est la mienne. Mais voilà, je me dis, voilà, ma saison est réussie, mais en fait, moi, je cours pas pour réussir ou pas réussir une saison, je cours parce que j'aime ça. Et en fait, à chaque fois, voilà, tu me parles d'autres courses, on en parlera sûrement, l'OCC, la Skyrun, même après les autres courses. J'ai toujours envie de donner le meilleur de moi-même. C'est juste que d'un point de vue purement physiologique, je sais que j'avais construit pour que mon pic de forme soit à ce moment-là. Mais ça veut pas dire, moi, chaque jour d'entraînement, chaque jour de course, je me donne à 100%, tu vois. Ouais. Donc ça t'enlève pas spécifiquement une pression sur les courses d'après, ou voilà, ça change pas grand-chose. Ça enlève une pression, mais l'envie est toujours là. Tu vois, voilà, c'est ça en fait. On va parler effectivement de l'OCC, là tu viens de l'évoquer, donc tu avais pris le départ de l'ETC en 2023, on avait échangé à cette occasion-là à Chamonix. Donc cette année c'était l'OCC, la distance la plus longue sur laquelle tu n'as jamais couru en compétition. Qu'est-ce qui a guidé ce choix, cette envie? Ouais, c'est un choix réfléchi de longue date. Hein. C'est vrai que quand j'avais discuté avec mon manager chez Oka, Chris Rainsford, en 2022, juste après les Europes, je lui avais vraiment dit qu'en 2024, voilà, donc déjà à ce moment-là, plus de 2 ans en avance, j'avais prévu de faire cet OCC, plus pour prendre de l'expérience. Je sais que, voilà, bon, comme tout coureur de haut niveau, il y a un talent, entre guillemets, minimum de base, même si j'aime pas trop le nom, mais moi, je me considère beaucoup plus comme un besogneux. J'ai besoin de beaucoup d'expérience, beaucoup de feedback sur mon corps, sur comment il réagit. Je suis pas du genre à aller sur une course et bam, une nouvelle course ou un nouveau format de course et dès la première fois la claquer. Donc je savais que j'avais besoin de ce temps-là pour découvrir, et cette année c'était vraiment idéal parce que voilà, avec le Sierzinal c'était vraiment mon objectif et ça me permettait d'arriver à l'OCC on va dire à 90% préparé parce que forcément si on fait Sierzinal 2 semaines et demie avant et qu'on a perfait à Sierzinal, on n'a peut-être pas optimiser les qualités qu'il faut pour être performant sur un format 2 fois plus long. Mais voilà, moi c'était vraiment pour prendre de l'expérience, et je pense que vu comment la course s'est déroulée, c'est une expérience très riche qui me servira pour la suite. Donc toi, tu appréhendais cet enchaînement? Là, tu dis avoir été à 90%, est-ce que tu as pu te dire peut-être que c'est pas le meilleur choix à faire, ou est-ce que tu étais quand même plutôt serein? Non, pas du tout. Non, enfin, en fait, quand je dis 90%, c'est plus au niveau de la préparation. Enfin, forcément, je sais pas quel pourcentage. Forcément, quand tu prépares une course comme Sierzinal, tu peux pas espérer être au top. Enfin voilà, tu peux pas espérer être au top juste 2 semaines et demie après pour l'OCC. Moi, c'est pas un enchaînement que j'appréhendais parce que je savais pourquoi j'allais sur cette course. Je savais que c'était pour prendre de l'expérience avant tout. Je savais aussi que j'allais pas laisser ma part au chien et que j'allais me battre comme il faut, et que en faisant un gros chrono à Sierzinal et comment j'avais pensé ma prépa Sierzinal avec beaucoup plus, tu vois, j'ai intégré des sorties de 5-6 heures pendant ma prépa Sierzinal, chose que j'avais pas fait l'année dernière. Voilà, donc j'appréhendais pas et j'étais juste excité comme un cadet. Est-ce que tu penses que ta soif là de course, elle a été démultipliée du fait de ta blessure de début d'année, ou elle aurait été la Bien même? sûr. Ouais, okay. Ouais, bien sûr. Je pense que ça nous fait vraiment. J'en avais discuté aussi pas mal en équipe de France avec mes confrères et consoeurs qui étaient dans le même cas que moi. Il y en a eu pas mal quand même. C'était un peu une hécatombe ce printemps. Et on est tous arrivés à la conclusion que voilà, maintenant c'est à notre tour. Voilà, on a squeezé une partie de la saison. Donc en fin de saison, on est beaucoup plus. Enfin, on subit beaucoup moins et on est encore dans l'envie et dans le plaisir. Chose qui, par expérience, je peux te le dire, n'est pas le cas chaque saison quand tu commences en mars, quoi. Il y a eu pas mal de cas de perfs justement de coureurs qui ont été blessés et qui sont revenus très forts. Est-ce que tu penses que finalement cet éloignement un peu forcé des sentiers peut aussi contribuer à une espèce de régénération? Là, on vient de parler de la partie mentale et de l'envie, mais physique aussi, et faire en sorte que tu es plus affûté finalement? Ouais, bien sûr. La partie mentale, je pense qu'elle est vraiment indéniable. C'est aussi à nous de réfléchir de ce côté-là, c'est-à-dire pourquoi attendre la blessure pour finalement prendre un step back pour finalement revenir de plus belle. Après, d'un point de vue physique, je pense que c'est à double tranchant. Si on a voilà, forcément, on perd un peu quand on s'entraîne pas quand on court pas de plusieurs semaines. Mais en fait, c'est vraiment compensé par l'application qu'on mettra à l'entraînement par la suite, et c'est cette application qui fera que physiquement, on sera en forme, voire plus en forme. Mais je pense que c'est vraiment quand même d'un point de vue mental, l'envie et le plaisir, quoi.
Sylvain, est-ce que tu peux nous raconter ton ECC dans les grandes lignes? Donc, ça a été une course exigeante et difficile. Qu'est-ce qui a plutôt bien été pour toi? Ce qui a été un peu moins bien fonctionné selon toi? Ouais, ouais, je suis vraiment content de plusieurs choses. Je pense que ça, c'est quelque chose de super important, même si à la fin, le résultat n'est pas forcément celui sur lequel je m'arrêterai, c'est-à-dire que j'y retournerai. Je crois que j'ai fait 16 ou 17e en 5h44, quelque chose comme ça. Absolument. Ce qui a très bien fonctionné, c'est la nutrition. Ça, j'ai été vraiment content. J'ai beaucoup travaillé dessus ces dernières années. C'était quelque chose voilà, qui était pas facile pour moi au début et que j'ai vraiment bien réussi à intégrer sur cette course. Donc ça, je suis vraiment content. Et après, le côté mental. Franchement, ce jour-là, sur les sentiers, ça, je pense que c'était une des courses les plus dures de ma vie. En fait, à aucun moment, j'ai eu des pensées négatives. Enfin, à chaque fois que j'étais là, je savais pourquoi j'étais là. Et je me suis battu, je me suis vraiment battu comme un lion en cage du début à la fin. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Je pense que c'est le mieux pour réussir à prendre de l'expérience correctement sur une course. Tu as eu une montée du col de Balme, notamment, qui a été particulièrement difficile, délicate, à 1h30 compliquée. Ouais, c'était vraiment, vraiment horrible d'un point de vue musculaire. Donc, bon, bref, ça, c'était les trucs qui ont bien fonctionné. Et voilà, les trucs qui ont moins bien fonctionné, on va dire, c'est plutôt le côté musculaire. C'est quelque chose, on va dire, jusqu'à Trian. Donc, c'était les 2 premières heures écart de course. Ça allait vraiment bien. J'étais sur un rythme qui, pour moi, me semblait facile, en fait, parce que j'ai pas l'habitude de faire des courses aussi longues. Donc, pour moi, être facile pendant 2 heures au début, ça me fait peut-être un peu bizarre, et visiblement je l'étais pas assez, hein. Ça, j'ai manqué clairement de, peut-être pas non, pas d'humilité, mais c'était plus le côté j'ai trop envie de courir, quoi, tu vois. Donc au début, se brider, pour moi, c'est un peu dur. Et en fait, voilà, j'étais vraiment bien jusqu'à Trian, où je passe 4e, tu vois, à 2 minutes de Rémi et Eli Hemming, donc celui qui gagne. Et en fait, j'ai commencé la montée du col de Balme, mais là j'ai eu des énormes contractures, toutes les chaînes postes, donc ischio-lombaire. Donc imagine, tu as un bout de bois qui relie derrière ton genou au milieu de ton dos, tu peux plus te plier en avant. Puis alors là, monter les jambes, c'est impossible, tu peux même pas marcher correctement. Et par-dessus, c'est rajouter la chaleur. Je crois que j'ai bu 1,5 litre en 30 minutes. Je commençais à vaciller et tout, enfin c'était n'importe quoi. Et voilà, là ça a été vraiment c'est pas une descente aux enfers vu que c'est la montée du col de Balme, tu vois. Mais c'était une montée aux enfers, vraiment, c'était extrêmement dur. Voilà, je gémissais, je pleurais, enfin c'était vraiment compliqué. Mais je me suis aussi découvert. Enfin, tu vois, c'est sur des moments comme ça, finalement, où tu es tout seul en montagne face à toi-même, que tu te découvres le plus. Et derrière, finalement, j'ai réussi à ressentir, je voulais vraiment ressentir ça sur du long, tu vois, ressentir ça va pas bien, et puis d'un coup t'as un petit coup de mieux, quoi, tu vois. Et en fait, ces soucis musculaires se sont jamais vraiment enlevés, mais par contre, tout ce qui était descente à plat, je pouvais vraiment courir, et je me rendais compte que j'avais encore de l'énergie. Donc voilà, je suis super content. J'ai vraiment rien lâché jusqu'au bout. À la fin, ça se solde par une course avec un résultat un peu anecdotique pour moi, mais voilà, ce qui est pas anecdotique, c'est toute l'expérience, et puis le côté mental aussi, voilà, où je me suis découvert vraiment un mental un peu de guerrier envers et contre tout, quoi. Il y a eu pas mal de ferveur aussi, tu as été sensible à ça. Je pense qu'il y a eu aussi le public qui t'a pas mal porté, notamment à Balme. Ouais, c'était incroyable. Après, je pense que quand on arrive sur des zones de douleur comme ça, tout est démultiplié. Enfin, c'est vraiment quelque chose à vivre. Après, moi, je sais que je suis particulièrement émotif en cours, je pense. Mais voilà, on est dans une espèce de flot, de flou, tout ce que tu veux. Et voilà, un rien peut déclencher des grosses émotions. Et c'est vrai que sur du trail long, c'est quelque chose sur lequel il faut que je m'habitue. T'as énormément d'ambiance. Franchement, j'ai adoré cette course. Il y a des points où vraiment il y a beaucoup de personnes, c'est super, mais et il y a des points où il y a personne, tu vois. Et en fait, ce contraste vraiment entre tu passes à Trian, tu passes au col de Balme, il y a des visages que tu connais, d'autres que tu connais pas, tout le monde t'encourage et tout, c'est incroyable. Et juste après, mais genre 30 secondes après, tu te retrouves seul, t'entends ta respiration et tout. Et ça, c'est des choses, tu vois, où moi, par exemple, je suis pas habitué à ça. C'était la première fois que je ressentais ça, et c'est des choses sur lesquelles faut que je travaille, en fait, pour réussir à prendre toute l'énergie du public qui était incroyable ce jour-là, et ouais, qui m'a vraiment porté, et réussir, en fait, à l'utiliser pendant. Voilà, c'est exactement ça. Donc après, à moi de trouver mon image mentale, peut-être voilà, emmagasiner pour jusqu'au prochain point ou des choses comme ça. Mais ouais, en tout cas, j'ai été super sensible à cette ferveur. C'était vraiment incroyable. La question qui se pose, évidemment, c'est ton sentiment sur cette distance, et puis est-ce que c'est une distance sur laquelle il y a des chances qu'on te revoie à l'avenir? Ouais, franchement,
En fait, moi, enfin, c'est à la fois un problème. C'est pas vraiment un problème, mais moi, j'aime tout. Je suis attiré par toutes les distances. C'est une question de choix. Ouais. J'ai grandi. Voilà, moi, j'ai grandi en rêvant de faire de l'ultra. J'ai commencé par la course en montagne. Je suis tombé amoureux de cette discipline alors que je le pensais pas. Et tu vois, voilà, j'essaie vraiment de construire ma carrière pour pouvoir satisfaire toutes mes envies, accomplir tous mes rêves de gosse sur tous les formats. Et c'est juste que j'essaie de leur donner de manière un petit peu logique, avec les critères physio qu'on connaît, à savoir, voilà, quand tu es jeune, tu peux quand même développer plus tes paramètres physiologiques maximales, etc. Donc, faire plus du court et puis évoluer progressivement sur la longueur. Mais bien sûr qu'on me reverra sur ce genre de distance. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur de réussir, et même sur des distances plus longues aussi. Mais voilà, moi, je suis vraiment un format, en tout cas, moi, peut-être pas physiquement, mais en tout cas, mentalement, j'ai envie de tout faire et je ferai en sorte que physiquement, j'en sois capable. Tu as vu plein de paysages, en tout cas plus que moi. Moi, j'ai fait l'OCC aussi, je l'ai trouvé quand même très joli. Je sais pas quel est ton sentiment sur la course en elle-même, sur le parcours. Ouais, alors jusqu'à Trian. Après, bon, j'ai eu de la chance avec Oka, on a fait un stage d'entraînement un mois avant, on était à Argentière, j'ai pu faire le parcours et tout, donc j'ai bien profité du paysage. Pendant la course, j'ai vraiment profité de la première bosse et du sommet, là, où c'est vraiment trop beau, avec la vallée Martigny, Sierre et tout, là, que tu vois à perte de vue, avec toutes les montagnes du Valais qui sont incroyables. Je t'avoue qu'à partir de Trian, après, moi, le paysage, j'attendais une seule truc, c'est le paysage de Chamonix, tu vois. Place du triangle de l'amitié, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Mais non, elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle, cette course. Sylvain, on saute encore dans le temps. On arrive quasiment au début de l'automne, 21 septembre, c'est la date de la Skyrun. Pour donner quelques infos à nos éditeurs qui connaîtraient peut-être un peu moins la course, donc c'est un format de 21 km, 1700 mètres de dénivelé positif au départ d'Asquin, donc au Pays Basque. Vous étiez 500 chanceux à prendre le départ de cette dernière édition. Toi, Sylvain, c'est une course que tu connaissais, tu étais déjà venu en 2018, en 2021. Quel souvenir, toi, tu gardes de ces expériences sur la Skyrun? Et puis, voilà, qu'est-ce que tu trouves de si singulier à cette course? Ouais, bah c'est comme, pour moi, c'est comme les courses que j'affectionne vraiment. Il y en a plusieurs. Pour moi, il y a vraiment le côté parcours. Enfin, je veux dire, au début, c'est ça qui m'attire. Je veux dire, c'est un parcours que j'aime, c'est un parcours technique. Tu vois, l'Ardennais, ça n'a rien à voir avec Cerzinal, mais je prends aussi énormément de plaisir. Pour moi, c'est voilà, t'es à bloc du début à la fin. Voilà, il y a ça qui m'attire. Après, il y a toute la ferveur basque qui est autour. C'est quand même très particulier dans cette région, et en particulier, voilà, ce que Nico Darmaillec a réussi donc l'organisateur, a réussi à construire autour de ça, avec les maillots, avec voilà, tous les spectateurs qu'il y a et tout. C'est quelque chose qui est vraiment bien. Et après, bah, au fur et à mesure, bien sûr qu'il y a la confrontation aussi, même si c'est plus une confrontation nationale, on va dire, ou frontalière, qu'une confrontation vraiment internationale. Mais pour moi, ça reste une course d'un point de vue sportif qui est ultra intéressante. Et puis après, au final, il y a tous les souvenirs qu'on s'y construit là-bas. Et je pense que c'est aussi pour ça que au début, qu'on retourne sur cette course et année après année. C'est vraiment tous les souvenirs plus voilà, perso, extra sportifs qu'on a là-bas, avec la troisième mi-temps, enfin voilà, avec la fête, tous les amis, etc. Très réputé aussi. C'est ça. Tu avais décidé longtemps de venir sur cette année, ou est-ce que ça a été dicté ou accéléré par le fait que ce soit la dernière et que tu voulais être de la fête pour cette dernière? Ouais, c'est une bonne question. Non, franchement, je me suis décidé 2-3 semaines avant. En fait, au début, je voulais venir. Ensuite, tu sais, donc j'ai fait Sierzinal. Les Golden Tatra étaient annulés. Et donc, en fait, pour faire le classement général des Golden, il fallait uniquement 3 courses et plus de 2 courses. Donc, en fait, moi, si j'allais aux États-Unis, qui était en même temps que la Skyrun, ça me permettait de faire 2 autres courses, et donc de pouvoir prétendre à jouer le classement général, en tout cas au Golden. Donc c'était soit ça, soit faire la Skyrun. Et puis je t'avoue que voilà, quand j'ai appris que c'était la dernière édition, on va dire que le cœur a parlé, et le cœur a parlé avant la raison. En tout cas, voilà, avant la. Ouais, non, parce que c'était aussi ma raison, mais voilà, avant vraiment mes intérêts purement sportifs de haut niveau. Et je me suis dit que je m'en voudrais toute ma vie si je participais pas à cette épreuve. Surtout que voilà, j'avais tous les copains plus de l'INSA, de la course d'orientation qui venaient aussi. Voilà, Nico leur avait filé des dossards et tout, donc je me voyais pas en fait leur dire finalement moi je joue aux États-Unis. Je voulais être avec eux, je voulais faire partie de la fête. Donc pour moi, en fait, il n'y a pas eu de question tant que ça. Ouais, c'est ça. Même si j'ai un peu réfléchi pour la forme, quoi, pour vraiment voir, mais il y a pas trop de réflexion. J'avais envie d'y être, quoi. Et ça, il y a pas de souci avec ton équipementier, il y a pas d'enjeu, etc. Oui, peut-être t'expliquer ce qu'il faut. Non.
Non, non, moi je te dis, je travaille vraiment, que ce soit voilà, Oka ou même mes autres sponsors, enfin, ils me connaissent, ils savent que je suis un coureur, comment dire, un coureur fougueux, un coureur qui court pour des émotions, et voilà, pour eux, il y avait aucune, je Ils ont peux faire ce que respecté, je veux ouais. en fait. Je suis libre de faire les courses que je veux, et ça c'est quand même vraiment, vraiment incroyable. Et c'est quelque chose sur lequel j'essaie de garder un maximum de liberté, parce que c'est ça qui m'anime au quotidien en fait. Tu en as parlé là, Nicolas Darmaillac, donc, qui est l'organisateur de la course, a annoncé au mois de mars que c'était la dernière édition. Est-ce que c'est... enfin, voilà, pour donner le contexte, il y avait pas mal de changements apportés pour entrer un petit peu dans le jeu. Enfin, voilà, ça impliquait pas mal de choses, d'aller chercher de nouveaux, enfin, d'augmenter les prix pour les participants, pour les courses, les tarifs d'inscription. C'est des choses dans lesquelles, enfin, un jeu dans lequel ils n'avaient pas envie de rentrer, en tout cas, avec voilà, la professionnalisation des événements qui prennent de plus en plus d'ampleur, qui grossissent. Eux, ils ont fait le choix, en tout cas, de ne pas rentrer dans ce jeu-là, et donc de débrancher finalement voilà, pour préserver l'âme, je pense, de leur course. C'est une décision que tu comprends, que tu déplores aussi, enfin, tu vois, toi, d'un point de vue de coureur, enfin, voilà, comment est-ce que tu réagis par rapport à cette décision d'avoir arrêté la course? Ouais, bah ça, on m'a pas mal posé la question dans les interviews d'après-course. Franchement, je trouve que c'est un choix noble, en fait. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont tristes, qui sont nostalgiques, qui sont tout ça. Moi, ce que j'ai essayé vraiment de transmettre, notamment voilà, sur les réseaux, les choses comme ça, c'est que en fait, c'est hyper noble, et je trouve que c'est la meilleure manière de faire continuer à vivre la Skyrun. C'est-à-dire que je pense que Nico et toute son équipe d'organisation, ils sont arrivés à un fait, c'est le fait qu'en fait, ils n'avaient plus le choix, ils étaient obligés soit de changer un petit peu l'âme de la course pour la faire perdurer, et en fait, ils ont pas voulu faire ça pour finalement la garder telle qu'elle est. Alors oui, bien sûr, il y aura plus d'édition de la Skyrun, mais je veux dire, à un moment donné, c'est à nous de la faire perdurer aussi. Je veux dire, avec bah voilà, avec donc nous les sportifs élites, mais aussi tous les sportifs amateurs, tout ce qu'il y a autour, les supporters, c'est à nous de transmettre tout ça. Voilà, de continuer à la faire vivre telle qu'elle est. Et je pense que c'est la moindre des choses qu'on peut rendre à Nico et toute sa bande de passionnés autour de la Skyrun. Donc non, pour moi, je suis pas du tout dans la nostalgie. Je suis beaucoup plus dans la voilà, dans la compréhension, et je trouve ça beau en fait qu'il y ait des personnes qui sont encore capables de faire des choix comme ça. Après, de quoi sera fait l'avenir, le futur pour cette région en termes de trail et tout, j'en sais strictement rien. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est un choix que je comprends et que j'admire. Ouais, qui est noble, effectivement, c'est ce que tu as dit. Pour donner un peu de contexte, donc avec la professionnalisation, en fait, il y a eu l'inflation des prix des prestataires, et eux, ils n'ont pas voulu toucher au tarif d'inscription, parce que pour eux, le trail doit rester accessible à tous. Et donc, le budget de la Skyrun, depuis 2014, il avait triplé pour atteindre 90 000 euros. Et eux, ils avaient fait le choix de ne pas augmenter le nombre de coureurs. Donc, on voit un moment qui a une limite au modèle économique, Ouais, en tout cas. c'est ça. Est-ce que selon toi, c'est-à-dire que ça a polarisé aussi les événements, en fait? C'est-à-dire qu'on va avoir des très gros événements d'un côté, et puis, sans dévaloriser, mais des courses à saucisson de l'autre, ou des courses de plus petite envergure, mais que finalement, il y aura de moins en moins de place pour ces courses de taille intermédiaire, on va dire, et qui vont devoir un peu faire un choix à un moment de soit d'arrêter, soit de redescendre d'un cran, ou soit faire en sorte d'aller rentrer dans la cour des plus grands? Ouais, j'en sais. Après, bon, j'ai pas de master en géopolitique du trail, mais non, si tu veux Est-ce que tu as vraiment une mon envie, ou avis sinon, en là-dessus, tout cas, sans peut-être faire de projection, mais toi, ton sentiment sur ça, est-ce que tu as envie que perdure aussi ce type de course de ce format-là, tu vois? Enfin, ouais, après, d'envergure? ce genre de course, c'était quand même assez unique, hein, parce que c'est vrai que, bon, soit d'un côté, tu as les courses très populaires avec avec des organisations voilà, petites, où le but, c'est de passer un bon. Enfin, t'as pas vraiment de confrontation, et que voilà, ça reste des petites orgas, et je pense que ça perdurera quoi qu'il arrive. D'un autre côté, c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même une grosse scission, enfin, une grosse séparation entre ce genre d'orga très familial, très local, et puis des événements d'envergure internationale. Mais en fait, ça a toujours été le cas. Franchement, j'ai du mal à voir l'équivalent d'une Skyrun, c'est-à-dire eux, ils ont gardé comment dire, l'organisation locale et familiale, mais derrière, en fait, ils aspiraient voilà, à des courses avec la grosse confrontation, avec beaucoup de visibilité, etc. Donc, je pense que ça leur est vraiment tombé dessus parce qu'ils l'ont provoqué et parce qu'ils le méritaient. Mais c'était une course unique en son genre, en fait, tu vois. Et après, d'aussi loin que je réfléchisse, mais je connais pas du tout toutes les courses de trail. Mais voilà, j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça, et que la Skyrun, c'était un peu l'exception. Et c'est vrai que, bon, d'un point de vue strictement économique ou quoi, si tu veux rester dans les lignes qu'ils ont éditées en 2014, c'était pas forcément viable à long terme, quoi. Mmh.
On va parler de ta course maintenant, Sylvain. C'était quoi tes ambitions cette fois-là, ton sentiment sur la start list aussi? Enfin voilà, qu'est-ce que tu imaginais comme scénario et comme aspiration pour toi sur la course? Ouais, bah, moi, c'était vraiment. Il y avait plusieurs motivations. La première, c'est. Voilà, je voulais voir comment je vais récupérer de l'OCC. Ça reste un format inconnu, donc sur le coup, tu peux être surpris. J'ai été surpris. Mais voilà, pour apprendre un maximum et tirer un maximum d'expérience, c'est aussi voir comment ton corps réagit après une course comme ça. Donc voilà, ça c'était quand même la première motivation de venir faire cette Skyrun. Donc j'étais en fait assez serein parce que j'ai eu des sensations, mes meilleures sensations de la saison, voire j'ai fait certains PR de tout temps en termes de watts sur les chronos, etc. Aux alentours de chez moi. C'était vraiment impressionnant la manière dont j'ai surcompensé. Et en fait, voilà, jusqu'à une semaine avant la Skyrun, j'étais très très en forme et je commençais un peu à m'essouffler un peu avant la Skyrun. Je sentais que la pression retombe, enfin la pression, pas la pression mentale, mais plus voilà, cette espèce cette impression d'être sur le fil, et je commençais à sentir que je tombais un peu du fil. Donc la semaine d'avant la Skyrun, je perdais un peu en sérénité, mais de toute manière, j'avais qu'une hâte, c'était de participer à la fête, de courir à fond et puis de voir ce que ça donnait, quoi. Donc voilà, c'était un peu ça ma sensation en sur la Skyrun, et je voulais, voilà, au fond de moi, bien sûr que je m'étais dit que ça serait cool de la gagner. Forcément, c'est la dernière. Au moins tu fais partie des 10 personnes qui ont gagné la Skyrun. Donc forcément, j'avais aussi ça en tête. J'avais aussi le chrono en tête. Mais voilà, ça après, ça reste des cerises, des belles cerises, mais ça reste des cerises sur le gâteau. Tu regardais qui là comme coureur, de qui tu te méfiais tout particulièrement? Bah, en fait, je fonctionne pas comme ça, moi. J'ai essayé passer un temps quand j'étais un peu plus jeune, en junior ou quoi, où je me mettais des coureurs et que je faisais attention et tout. Là, je fonctionne pas comme ça. Voilà, je savais qu'il y avait des très bons coureurs français, des très bons coureurs basques et tout, mais moi, je voyais plus, c'est plus des potes que des adversaires, tu vois. Donc, je m'étais juste dit, moi, bah, je cours à mon niveau, je cours comme je sais faire, et puis en fait, si on partage des kilomètres avec des potes, c'est cool. S'ils sont 5 minutes devant moi, bah, je serais content pour eux, et si je suis 5 minutes devant, bah, je serais content pour moi, quoi, tu vois. Mais je fonctionne pas trop. Ça peut pas influencer la façon dont en en connaissant leurs qualités et les tiennes, ça peut pas influencer la façon dont tu prévois de gérer ta course? Non, ça c'est vraiment quelque chose d'un peu d'inné que je vois sur le moment, quoi, tu vois. Genre là, j'ai fait la première montée avec Maël à l'air, c'est vraiment un super bon ami. Voilà, on avait aussi un super bon pote en commun, Esteban, qui est décédé cet hiver. Il adorait cette course, donc c'était vraiment un moment très très fort émotionnellement, où on est passé à Miramar tous les deux, c'était incroyable. Mais voilà, en fait, tu vois, je savais que en descente, c'était pas forcément sa grosse qualité, donc j'avais aussi analysé ça en me disant, mais tu vois, c'est instinctif, c'est sur le coup, je réfléchis pas avant, je me prends pas la tête en me disant, bon, alors lui, si je suis avec lui, si je suis avec lui, genre, c'est des choses qui viennent pendant la course et même sans trop y réfléchir, en fait, tu vois, de manière assez intuitive. Est-ce que tu peux nous raconter justement là ta course, Sylvain, par étapes, Ouais. et ses grandes lignes? Ouais, bah en gros, il y a une première montée donc à Miramar qui fait à peu près 20-25 minutes de course, et donc là, je pars au début, voilà, j'essaie de partir, ça part toujours trop vite ce genre de course, de manière quand ça part direct en montée, donc j'essaie de rester un peu au chaud, et puis direct il y a Maël à l'air qui part vraiment fort. Il a fait une montée incroyable, vraiment, il était super à l'aise et tout, c'était trop bien de courir avec lui. Je le connais depuis quelques années maintenant, il a 2 ou 3 ans de moins que moi, je pense, même 3-4 ans. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément, hein. C'est un ami, et puis comme je t'ai dit, on avait vraiment un ami en commun, Esteban Olivero, avec qui on venait sur la Skyrun, on faisait bien la fête et tout, donc c'était vraiment fort de passer à Miramar ensemble en haut. Là, c'est vraiment le premier point, le premier ravito, c'est aussi le premier moment où il y a vraiment beaucoup d'ambiance et tout. Sylvain, je t'interromps, mais là-dessus, sur les toutes premières sensations, est-ce que ça indique à peu près à coup sûr la teneur de ce que va être la course, ou on peut pacifier? Est-ce que toi, tu es dans la suranalyse de ce début pour se dire, ok, là, ça va, j'ai des jambes, ça va être le grand jour, ou finalement, c'est pas très interprétable? Non. Alors forcément, si tu commences à être un peu dans le dur au début, tu te dis que ça va être une journée compliquée, mais au moins, mais ça veut trop rien dire. Déjà, quand t'as pas fait de descente, pour moi, il faut faire une montée et une descente pour voir. Et moi, l'esprit dans la première montée, c'est plus, voilà, j'économise. Chaque watt que je peux économiser, chaque kilojoule d'énergie que je peux économiser, je l'économise. Donc ça passe vraiment par tendre les trajectoires au maximum, boire dès le début, essayer de trouver la juste allure en essayant de lisser un peu les variations d'allure des différents concurrents. Tendre la trajectoire, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu entends derrière ça? Bah, c'est tout simplement dans les virages. Okay. Toujours prendre la corde, si c'est sur une grosse piste, toujours prendre l'intérieur, voilà, essayer toujours d'aller chercher. C'est un peu
mon instinct de crossman, hein, où quand je faisais du cross, j'en fais encore d'ailleurs, mais quand je faisais du cross, mon activité un peu principale quand j'étais cadet junior, c'est toujours, j'ai jamais trop compris pourquoi il y a des trailers qui restent toujours d'un côté ou de l'autre du chemin. Enfin, autant faire le chemin le plus court, quoi, tu vois. Mais voilà, je me focalise un peu là-dessus. Et donc Miramar en bobine, ouais, Miramar. c'est ça, voilà. Et donc là, c'est la première descente. Je passe rapidement devant Maël, parce que voilà, je savais que j'étais un peu plus à l'aise que lui en descente. Et là, je me prends une petite boîte parce que c'était quand même bien humide, donc ça me rappelle un peu à l'ordre. Et puis là, je commence vraiment à sentir la chaleur. En fait, c'est pas la course où il fait le plus chaud dans la saison, mais déjà c'est une course fin septembre, et avec le début septembre qu'on a eu à Grenoble où il a neigé à 1500 mètres, je te fais pas un dessin, ça a fait un gros choc thermique. Et puis c'est un climat océanique, donc il y a une grosse humidité, donc tu sues énormément, et donc très vite j'ai senti la chaleur. Donc voilà, là j'étais un peu seul en tête, je pense que j'avais une trentaine secondes d'avance, et à un moment donné en fait je me plante parce qu'il fallait tourner avant une rivière sur la droite, et moi je vois la rivière, je fonce dans la rivière pour mettre ma casquette et je continue tout droit, tu vois. Donc je perds, je sais pas, 40-50 secondes, j'ai pas vraiment regardé, mais quand je reviens sur le parcours, je suis 5e. Donc là, mentalement, ça a été un peu, pas dur, mais voilà, là je me suis dit, bon Sylvain, là t'as grillé ton joker, maintenant il va falloir y aller. Donc voilà, j'essaie de relisser mon effort, pas m'exciter, puis je reviens sur Maël puis Robin Juillaguet dans la montée avant la grosse montée de la Rune. Et donc j'aborde la montée de la Rune en première position avec une quarantaine de secondes d'avance, je crois. Là, il commençait à faire vraiment chaud. Ça fait 1 heure qu'on courait, il faisait vraiment chaud. J'ai monté la Rune en donnant tout ce que je pouvais. J'ai fait un chrono, j'ai fait un contre-la-montre un peu jusqu'au sommet de la Rune en essayant d'être toujours à la limite, mais sans jamais trop la franchir, parce que moi, quand je la franchis et qu'il fait chaud, c'est que j'arrive plus à mettre un pied devant l'autre, donc tout de suite, c'est plus compliqué. Et puis, donc, j'arrive au sommet de la Rune avec 2 minutes 30, j'étais quand même très, très, très marqué par la chaleur, beaucoup de tournis et tout, et direct, ça descend cassant dans les cailloux, c'est assez technique. Donc là, j'ai décidé vraiment pas prendre de risques. Je me fais un peu reprendre de temps dans la descente, et après, tu as un dernier coup de cul, et là, j'ai essayé vraiment de tout mettre, et après, j'ai déroulé en serrant les dents jusqu'à la ligne d'arrivée, quoi. À quel moment tu t'es dit que la course était gagnée? Tu peux pas te le dire? Franchement, très tard en fait, parce que la course est gagnée. En fait, sur ce genre de conditions, mon corps il est très dur à gérer. Il est, comment dire, ça tangue beaucoup. Enfin, faut s'imaginer en fait courir complètement bourré. Tu vois, c'est un peu ça, et tout en sachant que si à un moment donné tu t'hydrates trop, il te coupe l'estomac est coupé et t'as envie de vomir et tu t'arrêtes. Tu t'hydrates pas assez, bah t'as des visions noires, t'as la chair de poule en plein soleil, il faut que je m'arrête. Donc en fait, pour moi, gagner la course, c'était avant tout la finir. Dans ce genre de conditions, c'était vraiment des conditions dures. Donc en fait, je me suis dit ok, c'est bon dans le dernier kilomètre, quoi, tu vois. Donc voilà, c'était un peu ça. C'était pas vraiment par rapport aux écarts que j'avais sur les concurrents, mais plus par rapport à moi, est-ce que je vais réussir à finir ce parcours à cette intensité-là avec ces conditions, quoi. Tu boucles donc cette Skyrun en 1h56 et 18 secondes avec 3 minutes 20 d'avance sur Robin Juillaguet. C'est quoi ton sentiment là quand tu franchis la ligne de cette dernière Skyrun? Ouais, je suis super content. Franchement, je savais que voilà, c'était vraiment un moment de partage. Ce que j'ai pas dit, c'est que tout au long du parcours, j'avais des copains, des amis qui étaient là, soit pour m'encourager, soit pour me faire des ravitaux. Je savais que j'avais d'autres amis qui étaient en course aussi. Enfin, j'étais juste trop content en fait c'était de lancer, c'était là, ouais, de lancer un peu ce week-end de folie entre amis et de pouvoir pleinement le profiter. Après, voilà, c'était aussi super agréable de refranchir la ligne d'arrivée et de gagner la course, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas gagné une course, l'air de rien. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis voilà, comment dire, l'échange qu'il y a avec le public, c'est toujours quelque chose, je sais pas, de particulier. J'aime beaucoup le public et les supporters qui supportent la course en montagne, le trail en manière générale. C'est pile poil ce qu'il faut entre être déjanté et être respectueux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est l'équilibre parfait. Donc voilà, je sais pas, j'ai dû prendre un fumigène sur le côté. Enfin, j'essaie toujours
d'être très transparent sur ce que je ressens, parce que c'est la moindre des choses. Tu vois, les gens, ils se déplacent un dimanche ou voilà, c'était un samedi, mais voilà, ils sont là pour nous, ils sont là pour aussi des membres de leur famille qui courent, hein, et ils sont pas là que pour les élites. Mais voilà, donc c'était vraiment un pur moment de kiff. Et puis derrière, pendant une demi-heure, tu galères à marcher parce que ça tangue, et tu bois des litres et tu bois des litres d'eau. Tu repars avec quoi comme apprentissage là, de la course? Qu'est-ce que ça a pu raconter? Qu'est-ce que forcément ton expérience s'est étoffée avec ça? Ouais, non, je repars avec beaucoup de repères d'un point de vue comment j'ai géré ma post-OCC. Donc ça, c'est déjà super d'un point de vue strictement entraînement, on va dire, et objectif. Ça, c'est quand même beaucoup d'indicateurs, voilà, avec mon coach, mon prépa physique qu'on a pour les années futures. Après, voilà, je repars aussi avec de la confiance sur ce genre de conditions, parce que c'est des conditions vraiment que j'ai beaucoup de mal à appréhender. Et là, j'ai réussi à être sur le fil tout le long, même si je me suis vraiment donné pour ça. Et après, voilà, je repars aussi avec. C'était peut-être pas le chrono que j'espérais faire, donc je repars pas du tout avec de la tristesse, de la frustration. Enfin, je suis pas le genre de mec ou d'athlète à m'attacher à ça. Mais voilà, je me dis que j'ai fait du mieux possible avec les conditions, mais que c'est dommage que les conditions n'aient pas été un tout petit peu plus favorables pour pouvoir faire descendre un peu ce chrono-là. On va parler un peu après là, de la troisième mi-temps, mais est-ce que c'est une dernière édition qui a été à la hauteur du mythe? C'est un beau final? Oui. Ouais, pour moi, clairement, en tout cas, la manière dont je l'ai vécu, c'était vraiment incroyable. Le côté sportif, tout ce qu'il y avait autour de l'événement. Puis après, voilà, d'un point de vue perso, d'être avec tous mes potes, pouvoir partager ça avec eux, c'était juste incroyable. Ouais. Question classique du podcast, est-ce qu'il y a un moment ou une image que tu retiens en particulier? Alors attends, laisse-moi. Je pense que c'est chaque ravitaillement. J'en ai pas un en particulier comme ça qui vient en tête. Mais en fait, c'était incroyable parce que chaque ravito, j'avais donc soit des potes qui couraient, soit les potes qui faisaient mon ravito. Et voilà, en particulier un de mes meilleurs amis avec qui j'ai été en coloc pendant 4 ans, lui il fait de la course d'orientation et tout, on se voit. Enfin, oui, voilà, il vient rarement sur des courses ou quoi. Là, il m'a fait mon ravito à Miramar, à la Rune. J'avais aussi voilà des amis qui étaient là au pied de la Rune, d'autres à Trabenia. Enfin, c'était vraiment, il me donnait de l'eau, il me donnait de la nourriture, mais il me donnait surtout beaucoup de, voilà, quand tu vois le bonheur dans leurs yeux de participer à ces événements-là, voilà, c'est encore plus précieux qu'une flasque ou qu'un gel, ça, tu vois. Est-ce que tu aurais changé quelque chose sur ta course? Bon, là, on a parlé de, c'est passé globalement très bien. Est-ce qu'il y a malgré tout, tu vois, des zones d'optimisation encore? Franchement, éviter de me paumer, ça déjà, ça m'aurait fait gagner quelques dizaines de secondes et un peu de sérénité. Après, honnêtement, je pense pas. Je pense que j'ai réussi à zigzaguer entre les différents pièges du moment, que ça soit les conditions climatiques, que ça soit ne pas quand je me paume et que je reviens quatrième ou cinquième, ne pas non plus m'exciter et changer complètement d'allure pour remonter vite devant. J'ai l'impression d'avoir réussi, voilà, la descente après la montée de la rune où j'étais vraiment amoché, de réussir à gérer la descente. J'ai réussi en fait à vivre le moment, et c'était vraiment un moment très dur à vivre parce que c'était très dur, mais en même temps d'avoir le recul et l'analyse nécessaire pour faire les bons choix au bon moment. Donc franchement, pour moi, avec les conditions et puis la forme du moment, j'ai fait une course à 100%, et à partir du moment où ça se passe comme ça, c'est quelque chose, j'ai peu de choses à changer, quoi. On en a parlé, donc la course est réputée aussi pour sa troisième mi-temps. Est-ce que toi, tu as un meilleur index UTMB ou un meilleur index de descente de bière à la soirée d'après-course? Non, franchement, je coûte pas cher en bière. Hein. Okay. Tu cours 2 heures. Bon, on n'a pas non plus une masse grasse énorme, et mon foie, mes jambes sont beaucoup plus développées que mon foie, donc non, je suis pas le plus grand descendeur de fût. Tu sais combien il y en a eu? Combien ont été bu de fût? Aucune idée. Je sais qu'il y avait un record et tout, mais je crois que j'ai pas. T'as les chiffres toi ou pas? Et ouais, en gros, les tireuses ont rendu l'âme après 47 fûts. Voilà. Putain, je sais même pas combien un fût c'est. Enfin, j'ai aucune. Ça doit être une dizaine de litres facile, ouais. Ouais, je pense. Mais en tout cas, il y a quelques pichets qui sont sortis. Non, mais c'est incroyable parce que bon, moi, je fais quand même rarement la fête, tu t'en doutes, hein, avec l'hygiène de vie qu'on a de sportif, mais faire la fête avec des gens qui ont vécu la même journée que toi, avec voilà, des amis, avec tout ça, et puis ce sentiment aussi d'épanouissement profond où tu sais que t'as fait le job, mais aussi t'as pris beaucoup de plaisir à la course, et maintenant c'est le moment de profiter de tout ça. Pour moi, ça fait vraiment partie de l'après-course, et de permettre de pouvoir se reprojeter beaucoup plus vite sur une autre prépa, en fait, l'air de rien. Même si le lendemain tu repars pas sur une prépa directe, tu vois.
Qu'est-ce qui va te manquer le plus de la Skyrun? Ouais, un peu tout, hein. Moi, je pense que vraiment, c'était les seules fois de ma vie déjà où les seules fois de l'année où je descendais à l'autre bout de la France là-bas, parce que c'est loin, hein, faut y aller, c'est super beau, mais faut y aller. Non, après, il y a vraiment Un ensemble, toute ouais. l'ambiance. Ouais, toute l'ambiance. Franchement, c'était un événement vraiment à part entière. Ça restera quoi, toi, tes courses réjouissantes justement dans l'année? Maintenant que la Skyrun n'est plus là, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont la même portée émotionnelle pour toi? Bon, non, je pense que vraiment chaque course est unique, donc le fait qu'il y ait plus la Skyrun, il y aura, enfin, il y a pas une course où je ressentais la même chose, mais de même que voilà, si tu m'enlèves un Sierzinal, il y a pas une course où je ressens la même chose. Ce qui peut plus se rapprocher, c'est les courses Zegama. italiennes. Ouais, Zegama, Bah, ça pourrait? Zegama, je l'ai jamais fait, donc voilà, il faudrait que c'est vraiment une des courses que j'ai envie de faire. Mais pour moi, de ce que je connais, c'est les courses à l'italienne. C'est vraiment en fait ce parfait équilibre entre, c'est un peu aussi genre moi ce que j'essaie de faire, tu vois, s'entraîner sérieusement sans se prendre au sérieux. Bah, les courses comme la Skyrun ou les courses à l'italienne, c'est vraiment d'un point de vue sportif, c'est super intéressant, mais en fait derrière, pas besoin de faire tout un pataquès, des fioritures ou des choses comme ça. Genre, on reste humain, là, c'est à taille humaine, c'est voilà, il y a la fête derrière, c'est personne se prend pour ce qu'il n'est pas et tout, et ça c'est quand même super agréable en tant que coureur. On n'est pas tout à fait arrivé à la fin de ta saison. Je voudrais quand même qu'on fasse un petit bilan. Donc, elle a été assez contrastée finalement avec ce qu'on s'est raconté au début de l'épisode et ce qui s'est passé depuis. Est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir réalisé une saison quasi parfaite à ce jour, en tout cas? Vraiment très, très accomplissante pour toi? Non, alors parfaite, non, hein, je pense que une saison parfaite, ça existe. Si, peut-être que ça existe, mais en tout cas, voilà, c'était pas 2024. Par contre, je pense que je suis plus proche de l'avoir parfaitement géré que d'avoir réalisé une saison parfaite, dans le sens où j'ai réussi à encaisser tous les coups un peu, les coups durs que j'ai pu avoir avec ma blessure et tout, et que j'ai réussi à toujours me réinventer, à toujours me relever pour réussir, voilà, pour aller chercher les performances, les émotions que je voulais aller chercher en course. Donc, je suis super content. Voilà, bien sûr, ça reste une saison où j'étais blessé, mais ça aurait pu être aussi une saison blanche si je l'avais mal gérée. Donc ouais, je suis super content. Ça me conforte encore dans l'idée que je suis entouré des bonnes personnes et que voilà, et que quoi qu'il arrive, on arrive toujours à ses fins si on se donne les moyens et qu'on fait les choses pour les bonnes raisons. Sylvain, c'est pas encore tout à fait l'acquis pour toi, puisqu'il y a une course qui t'attend là, dans une grosse semaine du côté de Millau. Est-ce que tu peux nous raconter ton prochain rendez-vous et puis peut-être ce que tu sais d'après de l'année prochaine? Ouais, bien sûr. Bah, ouais, j'ai à cœur de bien finir la saison sur un des rendez-vous automnal du calendrier français, voire européen. Donc c'est les Templiers à Millau. La distance Rennes, elle fait 80 km. Cher à mon à mon entraîneur Nicolas Martin qui a fait 40 000 fois deuxième sur cette course et qui retournera cette année encore. Voilà, et moi je vais m'aligner sur le marathon d'Écosse, donc c'est un peu moins de 40 km. Voilà, c'est une course, je pense qui sera bien relevée puisqu'ils ont ajouté des primes cette année, sans dire de bêtises, sur cette distance. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. C'est un parcours que j'avais déjà gagné en 2019 avec peut-être un peu moins de densité. Donc ça me fait vraiment plaisir d'y retourner avec plus de confrontation. Et voilà, moi d'un point de vue perso, ça me permet aussi de voir si j'arrive bien à gérer la fin de saison. Avec le raccourcissement des jours, les températures qui sont de plus en plus fraîches, forcément les virus rôdent dans les parages. Mais voilà, T'en as été j'espère victime être. là récemment. Ouais, je parle encore un peu du nez, tu vois. Mais non. J'espère en tout cas pouvoir m'exprimer de la plus belle des manières. Et puis moi, c'est toujours un peu une course à domicile. Mes parents sont à moins d'une heure de Millau, donc C'est j'ai une très commencé belle à course. courir. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est une course que j'affectionne beaucoup. Donc c'est vraiment avec plaisir que je finirai ma saison. Alors pas tout à fait, mais que je finirai ma saison de trail, on va dire là-bas, puisque une semaine après, j'irai au Trofeo Vanoni. Donc c'est une course en montagne en relais en Italie, où je suis déjà allé aussi 3-4 fois. Et là où vraiment je finirai ma saison à ce moment-là. Plus ou moins quelques compètes de courses d'orientation sur la fin de saison, mais ça, je considère ça comme des vacances. Tu te fais des vraies coupures? Est-ce que tu veux passer là plusieurs semaines sans Ouais. courir ou sans t'entraîner? Ouais, bien sûr. À minima vraiment 2 semaines sans aucun sport. Et puis après, en fait, je pars en coupure et puis je vois combien de temps, voilà, quand vraiment j'ai envie de remettre les baskets, mais je me laisse au minimum 2 semaines. Et souvent, j'attends un peu la neige. Et le mieux, les plus beaux cadeaux, c'est de refaire du sport direct en mettant les skis. Ça, c'est incroyable et c'est quelque chose qui est possible ici à Grenoble où j'habite. Donc, j'espère bien en profiter. T'aimes bien là, ces périodes de coupure justement? Quand tu ranges les baskets, ça te va bien aussi?
Ouais, bah voilà, souvent ça arrive à point nommé, hein, donc il y a des moments, tu arrives sur les rotules. Je me souviens de 2022 où c'était après les championnats du monde en Thaïlande où en fait pendant 2 semaines j'avais de la fièvre. J'étais malade pendant 2 semaines. Genre c'était, voilà, là ça veut dire vraiment, là Sylvain, t'es allé un peu trop loin, tu vois. Ouais, il Mais était temps là, de s'arrêter. voilà, là je pense que de ce qu'on a parlé, de la manière dont j'ai été contraint de gérer ma saison, finalement, j'y arrive peut-être un peu moins sur les rotules, mais voilà, 2 semaines loin des baskets, c'est quand même très appréciable. Et puis on l'apprécie à ce temps-là à sa juste valeur et pour faire d'autres choses, voir toutes les personnes qu'on a moins le temps de voir quand on est 3-4 heures par jour dans la montagne. Sylvain, on termine cet enregistrement, il est 10h du matin. C'est quoi la suite de ta journée, là, ton programme? Eh ben écoute, faut que je m'occupe de faire un peu d'administratif pour mon déménagement. Ensuite, je vais aller courir. Je suis à une séance d'intense, là, la première depuis un peu ma maladie, voir ce que ça donne. Et puis voilà, je pense après cet après-midi, ça va être un peu tranquille. Et puis retourner un peu à l'entraînement ce soir. La belle Une vie. journée, voilà. Et puis un petit ciné peut-être ce soir, tu vois. Voilà, c'est Pas mal. la Tu sais vie. déjà ce que tu veux voir? Oui, alors je me souviens plus, ni chien ni maître, quelque chose comme ça. Je sais pas, c'est D'accord, ouais. un ami qui m'a dit qu'il fallait y aller, mais c'est triste et tout. Alors moi, les films tristes, j'aime pas trop, donc je vais voir si je me chauffe, tu vois. Tu peux sortir les petits mouchoirs au cinéma aussi, comme sur les courses parfois? Non, pas autant, tu vois, mais c'est quand même, c'est pas quelque chose. Je préfère les trucs joyeux, quoi. Ok. Merci beaucoup, Sylvain. C'était un plaisir, comme à chaque fois, d'échanger avec toi. Ah, mais merci. Très heureux d'avoir pu Tout pareil. parler de cette belle course qu'est la Sky Run. C'était chouette aussi de tirer un trait final et un point final sur cette belle course et l'évoquer en tout cas dans le podcast. Bonne fin de saison. On se voit, moi je serai au Templier, donc on va se voir dans une semaine, tu vois. Eh ben trop bien. On m'a attendu Larzac la veille de ta course. Je crois que c'est la veille. Ah ouais, le vendredi. Ouais. Trop bien. Et ben écoute, on se verra là-bas alors. Avec Merci plaisir. merci de me recevoir dans ton podcast. C'était un plaisir. C'est toujours un plaisir. Salut Sylvain. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des aventures hors du commun, courez écouter dès maintenant le podcast Aventure épique, le petit cousin de Course épique.